Corps corps à corps. Alors, la dernière actualité, mais finalement qui n'est qu'une accroche, comme on dit, qui n'est qu'une façon de se rappeler qu'il y a des défaillances dans l'ordre des médecins, c'est que ça fait 2 fois que le Conseil de l'ordre des médecins, qui représente plus de 27 000 praticiens, a vu ses élections annulées. Une fois en novembre pour les élections de novembre 2024, une autre fois pour les élections de février 2024. À chaque fois, qu'est-ce que ça met en lumière? Des irrégularités dans le processus électoral qui soulèvent tout de même des questions sur la transparence et l'intégrité des élections. Alors, il y a un problème, par exemple, des bulletins pré-remplis qui ont déjà été cachetés. Il y a des kits de vote qui n'ont pas été reçus, notamment par les médecins qui sont opposés à l'équipe dirigeante, comme par hasard. Il y a des écarts de voix qui sont très, très, très faibles. Bon, voilà, toutes sortes d'irrégularités dans ces élections qui nous mènent surtout à nous poser la question sur, finalement, comment dire, l'intérêt, l'essence de cet ordre, à quoi il sert réellement et surtout quelle a été son évolution. Je rappelle que l'ordre des médecins est un organisme privé chargé d'une mission de service public qui a été créé pour la première fois par Vichy pour exclure de la profession les médecins juifs. On va en savoir un peu plus avec le docteur Delépine dans quelques instants notamment, qui a pas mal travaillé sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est que cet ordre des médecins, on a pu le voir pendant la crise du Covid, n'a pas forcément eu une approche, on va dire justement, éthique, comme on aurait pu l'entendre. Notamment, l'ordre n'a absolument pas réagi lors de la publication du décret Rivotril. Il n'a pas réagi lorsqu'on a demandé aux médecins de ne pas de donner du Doliprane et de ne pas soigner autrement les patients. Il a interdit l'usage, lors de l'interdiction de l'usage de l'hydroxychloroquine, il n'a pas moufté. Il n'a pas poursuivi les médecins, tous les médecins de plateau qu'on voyait, et qui, eux, ne mentionnaient pas leur lien d'intérêt avec les entreprises du médicament. Pire encore, il est allé, et c'est évidemment le cœur de notre sujet, jusqu'à poursuivre les médecins qui, eux, ont tenté réellement de soigner leurs patients. Alors, quel est cet ordre des médecins? De quoi est-il le nom? C'est bien le sujet du jour avec Docteur Delépine et Maître Jean-Pierre Joseph. Bonjour, Docteur Delépine. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes chirurgien, oncologue, statisticien, co-auteur avec Nicole Delépine de Dysphorie de genre. C'est le dernier livre, je crois, celui-ci. Autopsie d'un confinement aveugle également, hystérie vaccinale ou encore les enfants sacrifiés du Covid. Le tout chez Fauve Édition. Nous sommes également avec Maître Jean-Pierre Joseph. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit de la santé au barreau de Grenoble. Vous êtes ancien chargé de cours de droit comparé à l'université de Glasgow, ancien président de maison de quartier, auteur de plusieurs ouvrages, dont Vaccin, la vie d'un avocat. On nous aurait menti chez Marco Pieter. Vous travaillez beaucoup sur ces questions, en effet, de santé et de droit de la santé. Jean-Pierre Joseph. Alors peut-être, docteur Delépine, puisque vous avez publié pas mal d'articles sur le sujet, je voudrais vous interroger sur la pertinence de l'ordre des médecins et puis même ces derniers temps, si on remonte jusqu'au Covid, et même avant, puisque vous avez été, vous l'avez peut-être nous le raconter, vous avez été, attaqué par l'ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Il faut être simple, effectivement. Avant la dernière guerre mondiale, il n'y avait pas d'ordre des médecins et la médecine en France s'en portait très bien. L'ordre des médecins a été créé par Vichy et l'une de ses toutes premières manifestations a été de dénoncer les médecins juifs et de les exclure de la profession. Une de ces ordonnances aussi ultérieures a été de demander à tous les médecins français de dénoncer les blessés par balle à la police. C'était pour récupérer les résistants. Donc, il y avait en quelque sorte un passif très, très lourd de l'ordre dès sa création. Oui. Il a d'ailleurs été supprimé lors de la Libération, mais le pouvoir l'a recréé quelques années plus tard parce que c'est commode d'avoir un gendarme de la profession. Tous les pouvoirs se méfient des gens libres, et en particulier des professions libérales. Et pour faire obéir les professions libérales, on a doté l'ordre d'un pouvoir juridictionnel exceptionnel. C'est un tribunal d'exception.
C'est là où il s'impose absolument de supprimer soit l'ordre des médecins, soit au minimum ce tribunal exceptionnel. On a supprimé le tribunal des forces armées, Ouais. mais pas celui de l'ordre des médecins. C'est absolument scandaleux. Ouais. Non, les casseroles, en quelque sorte, de l'ordre sont très nombreuses et depuis de nombreuses années. La gestion financière plus qu'incertaine de l'ordre a été soulignée par la Cour des comptes en 2019 et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Je rappelle que théoriquement, quand on est conseiller de l'ordre, c'est une mission que l'on accomplit volontairement sans être payé. Il n'empêche que d'après le rapport de la Cour des comptes, le président national de l'ordre toucherait environ 10 000 euros par mois. Oui. C'est pas mal pour une profession de bénévole. Oui, pour du bénévolat, c'est sympa, oui. Ouais, et il bénéficie aussi de logements à Paris pris en charge par l'ordre, de beaux logements bien placés. Oui. On aimerait bien avoir. Bon, mais surtout, ce qui est très grave, c'est qu'il ne remplit pas les missions qui lui ont été légalement demandées. Il a été créé en particulier pour surveiller les conflits d'intérêts et leur déclaration obligatoire par la loi. C'est lui qui est chargé par la loi de poursuivre les médecins qui ne déclarent pas leur conflit d'intérêts. Et alors là, vraiment, il est d'une gentillesse colossale avec les gens qui ne les déclarent pas. Oui. Bon, vous l'avez vérifié lors de la crise Covid, avec tous ces médecins de plateau, je n'ai pas vu un médecin de plateau qui commence par dire je n'ai pas de conflit d'intérêt ou de déclarer ses conflits d'intérêt ou ses liens d'intérêt. Oui. Car on doit déclarer non seulement. Alors que c'est vraiment le rôle du Conseil de l'ordre. Ouais. Ah, la loi dit bien spécifiquement que c'est le rôle du Conseil de l'ordre. Oui. Et je dois dire même que quand on porte plainte contre un confrère qui n'a pas respecté la loi, l'ordre botte en touche ou vous condamne vous-même. Hein, ça m'est arrivé. Bon. Alors, la première chose, donc, les déclarations de conflit d'intérêt. Il y a aussi le problème où il est extrêmement doux avec les médecins qui ont des conduites sexuellement répréhensibles envers leurs malades. Et là, plusieurs associations de victimes ont porté plainte en vain. Hein. On a quand même. Les médecins ne sont pas meilleurs que la moyenne de la population. On a le même pourcentage, malheureusement, de gens très discutables. Et actuellement, dans la presse, vous avez le nom de certains médecins qui ont eu des comportements absolument criminels et depuis des dizaines d'années, et pour lequel, comme par hasard, l'ordre n'a jamais eu d'écho. Ils ne savaient pas. C'est un peu facile. Oui, oui. Tout ça, pardon, je le précise, c'est dans le rapport de la Cour des comptes hein, qui est très très précis sur le sujet. Je peux lire les chapitres, le traitement des plaintes pour des faits à caractère sexuel, une justice disciplinaire marquée par de nombreuses insuffisances, un manque chronique de rigueur dans le traitement des plaintes. Voilà ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Hein. Oui, donc je ne suis pas mauvaise langue en rappelant ces choses que tout le monde peut consulter. Effectivement, le rapport de la Cour des comptes sur l'ordre des médecins datant de 2019 est en lecture libre sur Internet. Hein. Il suffit de taper rapport de la Cour des comptes sur l'ordre des médecins. Donc, ce sont des faits totalement établis. Oui. Alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est lors de la crise Covid, il a démontré sa nature. Enfin, moi, j'avais vérifié, malheureusement. Avant j'ai été poursuivi par l'ordre en 1986. Hein, peut-être si vous voulez bien raconter cette histoire, tout le monde ne la connaît pas. Non, bien sûr. C'est tout bête. Dans les années 80, je travaillais comme chirurgien orthopédiste, mais attaché au service de cancérologie de l'hôpital Henri Mondor. À cette époque, nous étions en pleine mutation où des gestes chirurgicaux mutilants, on passait aux gestes conservateurs. Ça a d'abord commencé par le cancer du sein, où jadis on amputait systématiquement le sein, et on s'était rendu compte que grâce aux traitements complémentaires de chimiothérapie et de radiothérapie, on pouvait se contenter d'interventions beaucoup plus limitées, permettant aux femmes de conserver un sein d'aspect acceptable. Et j'ai décidé, en lisant toute la littérature, je me suis rendu compte qu'à l'époque, on amputait tous les malades atteints de cancer des os ou des parties molles des membres. Eh bien, le résultat était pitoyable. Pour l'ostéosarcome, on avait moins de 15% de survie. Pour le sarcome des Ewing, c'était de l'ordre de 5%. Donc, ce n'était pas un traitement acceptable. Et donc, j'ai voulu appliquer les mêmes choses.
Et tout bêtement, eh bien, j'ai commencé donc à ne plus amputer les cancers des membres. Et j'ai été traîné devant le Conseil de l'Ordre par un professeur lyonnais très célèbre à l'époque, et d'une très grande famille, et qui me reprochait de ne pas amputer les malades, en disant l'amputation est une méthode prouvée qui fait l'unanimité dans le monde. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est lorsque je me suis retrouvé devant les médecins instructeurs, qui étaient manifestement de bonne foi. Il y en avait 3, et ils m'ont écouté. J'avais à l'époque présenté en congrès français et un congrès international mes premiers résultats, et je leur ai montré donc la philosophie de la conservation des membres et les résultats que j'avais publiés. Ouais. Et ils m'ont tout de suite dit, ah oui, on reconnaît votre bonne foi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà dit? Ouais. Et là, je me suis trouvé tout bête. Je me suis trouvé tout bête parce qu'à cette époque, Internet n'existait pas et on ne découvrait les progrès médicaux que dans la littérature internationale et en général 1 à 2 ou 3 ans plus tard, le temps que l'article soit publié. Ouais. Et donc, j'ai dit bêtement, bah non, je ne connais personne d'autre qui dise la même chose. Et là, j'étais condamné, clairement. J'étais un charlatan de bonne foi, mais j'étais un charlatan quand même. C'est-à-dire que ce que je disais n'avait pas été admis par la communauté médicale. Et docteur Delépine, je précise dans votre histoire que votre avancée scientifique, finalement, de par vos recherches, etc., vous l'avez mise en application et qu'elle a pu sauver notamment une jeune fille qui, elle, a pu garder ses membres alors que tout le reste du service était amputé à l'époque par d'autres médecins. Parce que, comme vous l'expliquez, c'est ce qui se faisait. Vous décidez de ne pas amputer et donc elle garde son membre et elle se porte très bien. Mais ça, le Conseil de l'Ordre n'en prend pas compte. En fait, le fait que vous mettez en application et que ça marche ne change rien et que ça soigne. Ah non, c'est là où le Conseil de l'Ordre n'a aucune capacité scientifique, il faut le reconnaître. Alors donc j'étais très très mal parti et j'ai été sauvé par les Américains. Parce que 3 semaines avant mon congrès, ils pouvaient m'interdire d'exercer à vie. Ouais, hein, c'est ça l'emprise du Conseil de l'Ordre. Oui, c'est dingue. Un pouvoir de vie et de mort sur une profession. C'est absolument invraisemblable. Et ce n'est pas en public, ce n'est pas au nom du, c'est soi-disant au nom du peuple français, mais on se moque du peuple français comme dans la dernière guigne. Donc, j'ai été sauvé par les Américains parce que jusque 3 semaines avant que mon procès se tienne, le ministère de la Santé américaine a fait paraître, a rendu public un audit qui avait eu lieu 2 ans auparavant. Cet audit avait réuni pendant tout un week-end un tiers de membres du ministère de la Santé, un tiers de familles de malades et un tiers de médecins spécialistes de la question. Et il portait très exactement sur la chirurgie conservatrice des sarcomes des membres. Et les conclusions étaient exactement celles que j'avais trouvées. Il n'y avait pas de miracle à ça. J'avais fait la sommation de la littérature, de ce qui se disait par les gens les plus... Et donc, il s'est passé quoi l'ordre des médecins? Qu'a répondu l'ordre des médecins, finalement? Ah bah là... je suis passé au tribunal, j'ai bien entendu été acquitté avec les félicitations, mais là c'est devenu un problème difficile d'éthique médicale et de discussion sur les progrès de la médecine qu'on ne peut jamais prévoir, etc. Enfin, le plaignant s'est d'ailleurs pas présenté parce qu'il avait dit que la seule chose intéressante était d'amputer et c'était pas défendable. Oui. Ça gênait pour un professeur de reconnaître qu'il avait eu de tels... La conclusion de cette histoire... La conclusion, docteur Delépine, et on va un petit peu donner la parole à maître Jean-Pierre Joseph, mais la conclusion, ça veut quand même dire... C'est important. La conclusion de l'histoire, c'est qu'on n'a pas le droit d'inventer quelque chose quand on est en français. On ne peut redécouvrir ce que les étrangers ont dit. C'est dramatique. Oui. C'est-à-dire que là, vous étiez en avance, mais comme vous étiez en avance, eh bien, vous étiez condamné. C'est quand même intéressant. Chasse aux sorcières. D'accord. Alors, on va continuer, évidemment, de parler de l'ordre des médecins et de ses plus que casseroles, même de son orientation depuis le début, qui n'est pas déontologique, on peut le dire, qui ne remplit pas ses missions. Vous l'avez déjà souligné avec le rapport de la Cour des comptes, docteur Delépine. Maître Jean-Pierre Joseph, vous travaillez également sur cette question de l'ordre des médecins et j'imagine que vous avez aussi beaucoup de reproches à lui faire. Oui, effectivement. Moi, j'aurais tendance à rebondir sur ce qui vient d'être dit par Gérard Delépine, que je salue d'ailleurs. Bonjour.
Bonjour. En ce sens que il y a dans ce pays, en matière médicale, une pensée unique. C'est-à-dire que dans toutes les matières, on a l'impression qu'on croit plus ce que dit le bouquin que nos propres observations. Oui. Donc, ce qu'observe Gérard de Lépine au cours de ses interventions, il le dit et c'est normal. Mais comme dans les bouquins, c'est pas marqué, on dit non, c'est pas vrai. Donc, vous êtes un charlatan. Et il faut qu'il y en ait bien d'autres qui le disent derrière pour qu'on lui dise ah, excusez-nous, on s'est trompé. Oui. Bon, c'est ça qui est dommage et ça a été très fort au moment de la crise Covid. Mais la crise Covid, pardon, mais ça allait plus loin que seulement ne pas vouloir voir les observations, parce que l'hydroxychloroquine, quand même, c'était documenté. Genre, Oui. on a justement toute une littérature scientifique sur le sujet qui montre les bienfaits de l'hydroxychloroquine, ou alors justement à quel dosage ce médicament doit être distribué. Donc on a les informations. Et là, malgré cela, malgré la littérature, le Conseil de l'ordre a accepté, l'ordre des médecins a accepté son interdiction, sans brancher. Parce que des directives avaient dit, et des médias avaient dit, l'hydroxychloroquine, c'est pas bien. Donc, tout le monde s'est couché, sans aucune vérification, et du jour au lendemain, on a changé d'avis. Mais ça explique plein de choses. On a eu des tas de scandales sanitaires au cours des 50 dernières années, au cours desquels ça a été exactement le même type de réaction. Vous vous rappelez le Distilbène, la Dépakine, le Levothyrox, le sang contaminé, l'amiante, le talc orange, les statines, etc., etc. Il y en a tout plein. Et chaque fois, c'est le même processus. Il y a une pensée unique. Les premières victimes, on les prend pour des fous. On leur dit non, non, allez en psychiatrie, c'est pas vrai, vos symptômes, c'est rien, etc. On les ridiculise jusqu'au jour où il y en a tellement qu'on ne peut plus le cacher et que tout le monde fait accourir parce qu'un grand média l'a dit, alors là, tout le monde change d'avis. Et je trouve ça incroyable qu'on soit conditionné comme ça à l'avis des médias sur tous ces sujets. Si demain, aujourd'hui par exemple, il pleut, mais si quelqu'un dans la pensée unique vient nous dire il fait soleil, eh ben, tout le monde va sortir avec le parasol. Oui. Oui, ça me fait penser, par exemple, à cette fameuse histoire du réchauffement climatique avec laquelle on nous a bassinés tout l'été dernier, alors qu'il faisait pas si chaud. Mais Jean-Pierre Joseph, d'abord, juste un petit point, je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec votre micro, parce que ça fait pas mal de bruit il percute un peu. Si vous pouvez vous éloigner un peu peut-être de l'écran ou de votre micro, nous parler d'un petit peu plus loin, parce qu'il... Le haut-parleur, peut-être. Alors, bon. Je ne sais pas si on est en train d'arranger notre histoire. Oui. En tout cas, en attendant, je vais parler à Docteur de Lépine et on va voir. On vous laisse vous installer. Et voilà, j'ai l'impression que c'est mieux. Docteur de Lépine, je vous laisse continuer. Tout à l'heure, vous parliez donc de votre histoire, de ce qui vous est arrivé. Et j'aimerais bien qu'on avance. Donc, on a vu que c'était quand cette histoire de votre condamnation? 1986. 86? Ah non, je n'ai pas été condamné. Oui, oui. J'ai été mis devant l'Inquisition. Votre mais mise pas en été accusation. condamné. Tout à fait, pardon. Oui, la mise en accusation, j'en suis sorti haut la main. Oui, oui, Bon, tout je à dois fait. dire que depuis, le Conseil de l'ordre veut quand même ma peau, enfin, plus maintenant, mais ils ont essayé à 2 autres reprises de m'agresser. Ils ont à chaque fois perdu. Hein. J'ai été effectivement 3 fois devant le Conseil de l'ordre, mais à chaque fois, j'ai gagné. D'accord. Une bonne fois été reconnu. Oui, une fois, on m'a accusé de faire un faux certificat pour un médecin algérien. C'était dans le cadre de la coopération franco-algérienne. J'avais formé, essayé de donner quelques indications à un chirurgien algérien qui voulait justement apprendre la chirurgie conservatrice. Et je l'avais traîné dans le service d'orthopédie de l'hôpital Henri Mondor et également dans le service de chimiothérapie de mon épouse, puisqu'on ne peut pas faire cette chirurgie conservatrice sans utiliser des produits chimiques efficaces contre la maladie. Et donc, j'allais d'ailleurs gratuitement dans le service de mon épouse pour suivre mes malades.
Oui. Et j'ai eu le malheur de faire un certificat sur le papier de mon épouse, ou dans le service où je participais. Et le directeur de l'hôpital, on ne sait pas pourquoi, a porté plainte contre moi pour faux certificat. Alors évidemment, le professeur algérien a été obligé de venir en France et le directeur est rentré dans sa cahute sous les invectives, on peut dire, du président du tribunal. Oui. Ça a été une scène assez joyeuse. Pour dire que le Conseil de l'ordre, effectivement, et une autre fois, c'est parce que j'avais par malheur eu ma photo dans un journal du 93 où je participais uniquement pour dire que c'était important d'aller à l'école et de suivre l'enseignement parce que même quand on sortait d'un quartier, disons, défavorisé, ce qui avait été mon cas, on pouvait être médecin lorsqu'on travaillait bien à l'école. Et comme je savais que le président du Conseil d'ordre du 93 voulait ma peau à toute ferme, j'avais bien dit aux journalistes surtout de ne pas mettre mon adresse. Et effectivement, l'article était paru sur mon adresse. Malheureusement, il y avait un photographe. Le photographe m'a pris en photo et a mis en dessous mon adresse. Immédiatement, j'ai été traîné devant le Conseil de l'ordre. Crime de lèse-majesté. Vous aviez... que quand vous êtes dans le collimateur, ils utilisent n'importe quel... C'est ça, non, mais c'est dingue, parce que quand on voit ça, et pardon, je reviens au Covid, mais quand on voit, par exemple, pour le coup, les liens d'intérêt qui sont évidents de certains médecins, qui, eux, ne sont absolument pas relevés par l'ordre des médecins. Alors c'est la tâche. Ouais, dont c'est la tâche première et officielle. Et en revanche, et on a vu, j'aimerais bien, si vous ou Maître Jean-Pierre Joseph pouvez donner le nom, par exemple, d'un certain nombre de médecins qui ont juste eu le courage de traiter leurs malades efficacement pendant cette période et qui se sont fait attaquer. Bon, on connaît le professeur Raoult, évidemment, mais est-ce que vous pouvez en citer d'autres, par exemple, je ne sais pas, docteur Delépine, pour montrer... Non, il y en a plus d'une vingtaine de médecins qui ont été non seulement attaqués, mais condamnés. On leur a interdit d'exercer la médecine. Ouais. Et non seulement parce qu'ils avaient guéri des malades, en n'appliquant pas les préceptes du gouvernement, mais aussi simplement parce qu'ils avaient parlé. Ouais. Le fait de dire, par exemple, que les masques ne servent à rien contre une maladie virale, ce qui est démontré par la littérature, a valu à mon épouse un blâme. Et le Conseil national de l'ordre n'est pas content en disant c'est insuffisant, comme il faut la condamner à plus. Alors que le masque ne sert à rien dans les maladies virales. Le masque est très utile dans la tuberculose. Il peut servir de gris-gris protecteur pour les médecins qui sont au contact de malades avec des maladies transmissibles dans les services où les malades sont vraiment malades. Mais dans la population, aucun article n'a pu démontrer qu'il était réellement efficace. Mais il n'empêche que le Conseil de l'ordre ne doit pas savoir lire l'anglais. En réalité, le Conseil de l'ordre est utilisé comme une inquisition par le gouvernement. C'est-à-dire que la vérité vient du gouvernement. Toute personne qui met en doute la vérité du gouvernement est un hérétique et doit être condamné par l'inquisition du Conseil de l'ordre. Et ça a toujours été le cas ou c'est une évolution? Parce que justement, j'ai l'impression que c'est renforcé pendant le Covid, mais est-ce que c'est parce que je ne suivais pas tout ça avant? Maître Jean-Pierre Joseph, j'agrandis un peu la liste. Docteur Delépine, Nicole Delépine, professeur Perron, Luc Montagnier, Louis Fouché, docteur Joyeux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin bref, il y en a eu beaucoup qui se sont fait évidemment attaquer par l'ordre des médecins parce qu'ils ont tout simplement tenté de soigner ou de dire des choses évidentes pendant le Covid. Maître Jean-Pierre Joseph, est-ce que pour vous... Ils ont surtout guéri des malades. Et oui. Ils ont été condamnés, ceux qui avaient guéri des malades ont été condamnés par cela. Je dois dire que là, les pharmaciens aussi ont participé, parce que certains pharmaciens ont dénoncé la prescription de l'hydroxychloroquine. On est revenu vraiment à Vichy, la dénonciation. Oui, c'est ça. Maître Joseph, alors justement, ma question, est-ce que ça s'est empiré ou est-ce que ça a toujours été comme ça finalement l'ordre des médecins? Et puis, docteur Delépine parle d'inquisition par le gouvernement. Est-ce que ça, c'était déjà comme ça depuis le début ou c'est vraiment la période Covid qui a fait que ça s'est renforcé? Je crois que c'est la période Covid qui a renforcé les choses. Et d'ailleurs, à tel point que les gens ont perdu tout sens critique. Je me rappelle un soir, une émission où les médecins de plateau bien connus étaient venus expliquer qu'il fallait porter le masque. Alors, ils étaient
4 assis côte à côte, sans masque, en train de dire qu'il fallait le porter. Parce que dans une pièce fermée, c'était risqué. Ouais. Bon, là, c'était vraiment du foutage de gueule et personne ne disait rien. Ouais. Comme quoi, on perd tout sens critique. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, qu'on perde tout sens critique dans les médias, c'est pas une nouveauté. Moi, ça m'inquiète plus au niveau de l'ordre des médecins, dont justement, on pourrait considérer que l'objectif est de faire régner une forme de cohérence ou de je ne sais quoi autour des médecins. De faire remonter évidemment les plaintes entre les médecins et de les gérer. Mais là, c'était absolument pas le cas. C'est pas du tout ça qui s'est passé pendant la période Covid. On a vu que précisément les médecins qui étaient visés étaient ceux qui tentaient de soigner malgré les réquisitions, on va dire, gouvernementales. Oui, en fait, ce sont les donneurs d'alerte qui ont été systématiquement ciblés par le Conseil de l'Ordre. Alors, Ouais. c'est d'autant plus fou que le droit de s'exprimer est quand même officiellement la marque. Il n'y a pas de vraie démocratie sans liberté de l'expression. Et on a même un tribunal européen, des droits de l'homme européen, qui est chargé de ça. Et il n'a pas bronché. Ouais. Et aucun élément en justice n'a rappelé que le droit d'expression est le symbole et l'outil premier de toute démocratie lors de ce Covid. Lors de ce Covid, on n'avait pas le droit de parler. C'est quand même incroyable. Et l'ordre des médecins était effectivement le moyen d'empêcher les médecins de parler, sinon ils ne pouvaient plus exercer leur métier. Oui. Et alors, il y Ça avait. aussi, On a même vu. c'est incroyable. On interdit à quelqu'un de travailler. C'est vraiment les heures noires du communisme. Oui, mais alors, on a même vu, vous dites, pour empêcher de parler et de faire finalement d'imprimer leur position, mais leur position scientifique. Donc, c'est quand même le rôle des médecins. On a vu le sénateur Alain Houpert. Alors, lui, c'est quand même particulier parce que il est sénateur et il est médecin. Et il a, en tant que médecin, avec sa casquette, et aussi en tant que sénateur, en tant que parlementaire, pu exprimer ses opinions sur le sujet pendant le Covid. Et on a vu qu'il s'est fait, en effet, il a été condamné en première instance par la chambre du Conseil de l'ordre régional. Donc, en tant que médecin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant que parlementaire, normalement, il a encore plus, normalement, le devoir même de prendre la parole et d'exprimer son désaccord par rapport à une position gouvernementale. Et c'est l'ordre des médecins qui l'a rappelé, entre guillemets, à l'ordre. C'est quand même particulier. On voit bien à quoi sert cet ordre-là, le docteur de Lépine. Ah oui, c'est effectivement l'Inquisition. Ouais. Et c'est tout à fait dramatique qui est un pouvoir juridictionnel de l'ordre. Ouais. Donc, c'est vraiment une des urgences de supprimer cette droit de juger en dehors de toute science et en dehors de tout débat réellement contradictoire, puisqu'on n'écoute pas vos arguments. C'est absolument fou. Alors, mais c'est le propre de tout pouvoir autoritaire. Effectivement, c'est une marche en avant autoritaire des gouvernements. La crise Covid n'a pas renforcé l'ordre, il a démontré quelle était la vraie nature de l'ordre. Oui, c'est ça. C'était le gendarme de la police de l'État. Jean-Pierre Joseph, en tant qu'avocat, vous avez défendu pas mal de médecins et d'ailleurs, vous travaillez sur cette question de l'implication des médecins devant le Conseil de l'ordre. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de renverser cet ordre ou alors de le questionner? Quels sont les contre-pouvoirs finalement face à cet ordre des médecins qui, on l'a compris, prenaient une drôle de tournure? Les contre-pouvoirs, ça pourrait être déjà la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui, dans une décision, avait laissé entendre que ces juridictions ordinales n'étaient pas objectives structurellement, puisque des médecins qui en jugent d'autres, ils sont forcément en concurrence intellectuelle, même si sur le plan local, ils ne se connaissent pas, même s'ils sont de bonne foi, s'ils sont tout à fait neutres, etc. Il n'empêche que ce sont des médecins qui jugent d'autres médecins, donc ils sont en concurrence. Oui. Donc il y a déjà une difficulté. Oui. L'autre difficulté que je vois, c'est que on reproche à tous ces médecins qui se sont exprimés
même s'ils avaient raison. On leur dit oui, mais il ne fallait pas le dire. Bon, pourtant, les médecins de plateau, eux, ils avaient le droit de dire autre chose. Oui. Alors que c'était faux. Bon, c'est là que ça ne va pas. Oui, puis qui juge de ce qui est faux ou ce qui est vrai aussi? C'est ça aussi, Maître Joseph. Oui. Qui juge de ce qui est vrai ou ce qui est faux en médecine, scientifiquement? C'est une grande histoire, ça. Bah oui. La autorité de santé, il y a l'Académie de médecine, etc. Mais en réalité, la science, ce n'est pas quelque chose de monolithique. La science, elle évolue tous les jours. On l'a vu dans le cadre de l'amiante, par exemple, qui est assez caractéristique. Juste avant que TF1 ne dise que c'était nocif, tous les experts disaient non, non, ça craint rien. Et le lendemain, tous les experts qui courent, ah oui, 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 on le savait. Oui, c'est embêtant. Voilà ce qui ne va pas. Oui, oui, bien sûr. Voilà ce qui ne va pas. On est totalement inféodé à une pensée unique. Il faut croire ceci, et c'est tout. Oui, pensée unique et tribunal ad hoc, c'est ce que disait tout à l'heure Dr Delépine, qui ne fonctionne pas comme un tribunal. Déjà quand on a un problème avec le gouvernement des juges, on va dire, dans les tribunaux d'ordre commun. Mais en plus, là, c'est vraiment, ça se fait dans les médecins, entre les médecins. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, Maître Joseph, puisqu'il y a aussi un ordre des avocats, est-ce que c'est le même problème pour les ordres des avocats? Oui et non. Parce qu'il y a déjà un échevinage plus important dans la composition et parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, de poursuites aussi extravagantes que poursuivre des gens parce qu'ils disent la vérité. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont poursuivis parce qu'ils exagèrent sur le plan de la forme. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Oui, oui. Un problème spécifique aux avocats. Oui, oui. Et alors, c'est vrai que je voulais aller sur cette histoire quand même de l'ordre des médecins encore, sur la cotisation des médecins et le rôle du budget de l'ordre des médecins. Peut-être là, c'est plus docteur Delépine qui vous pouvez peut-être plus nous renseigner là-dessus. Bon, l'ordre des médecins a une cotisation de l'ordre de 350 € par an, elle est pour un médecin actif, et un peu moins pour les médecins retraités, à condition qu'ils ne traitent pas de malades, mais uniquement leur famille. Cet argent est effectivement mal employé, c'est ce que dit la Cour des comptes dans son rapport, où l'argent sert à payer des fonctions qui sont théoriquement bénévoles, ou des logements de fonction qui sont extrêmement discutables. Mais ce n'est pas le problème de l'argent qui est quelque chose de fondamental. Hein. Je veux dire, 350 € par an pour un médecin, c'est déductible du revenu, donc c'est finalement pas une charge très lourde. Non, le principe, c'est est-ce que l'ordre est utile ou nocif à l'exercice de la profession médicale? Et je veux dire que là, il est franchement nocif. Oui. Alors, parmi les choses absolument incroyables qui montrent qu'il ne remplit pas son rôle légal de poursuivre les gens qui ne déclarent pas leur intérêt, mais en plus, il n'a pas critiqué les choses aberrantes du gouvernement. En particulier, que le gouvernement dise il faut traiter par telle chose, c'est absolument scandaleux. Le droit de prescription est lié directement au diplôme de docteur en médecine. D'autre part, lorsqu'on prescrit une drogue ou n'importe quel produit, c'est une personne donnée qu'on a examinée, dont on connaît les antécédents, donc on connaît les risques et dont on connaît les besoins, et non pas. Alors, quant à donner, par exemple, le Rivotril, le décret Rivotril, est tout à fait scandaleux, puisqu'on savait très bien que ce médicament était interdit aux gens en dépression respiratoire. Je rappelle que c'était dans les EHPAD, pour les personnes âgées. Oui. Oui, enfin, non, pas uniquement dans les EHPAD. N'oubliez pas que l'Assistance publique de Paris a créé des antennes pour aller distribuer du Rivotril à domicile. Hein. Oui. Donc, on a tué. Ce décret Rivotril a été effectivement efficace. Il a liquidé une trentaine de milliers de personnes, de personnes âgées, qui avaient le malheur d'avoir une simple grippe. On ne faisait pas de diagnostic de Covid. On se disait simplement, oh, ils ont tous les signes du Covid, sans vérification particulière, et on disait ils vont mourir de manière affreuse, autant les achever tout de suite.
on a tué ainsi 30 000 personnes. Alors, certains sceptiques disent que c'était un moyen de résoudre un peu le problème des retraites. Bon, je n'oserais pas aller jusque-là, mais on peut se poser la question. Et en tout cas, que le gouvernement le dise, c'est son problème, mais que le Conseil de l'ordre des médecins, qui est chargé de l'éthique, puisse accepter que le gouvernement propose et impose même dans les EHPAD une drogue mortelle, c'est quand même absolument fou. Ah oui. Le droit de prescrire est lié au droit de diplôme de docteur en médecine. Donc, comment se fait-il que le Conseil de l'ordre n'ait pas rappelé cela au ministère? C'est Oui. absolument invraisemblable. Oui, puis tout à l'heure, De la même manière, ouais. je rappelle que dans notre sermon d'Hippocrate, on nous dit toujours « Ah, c'est très vieux, c'est les Grecs ». Non, l'éthique n'est pas modifiable. Le respect de la vie est le fondement même du métier de médecin. Donc, qu'on accepte que le Conseil de l'ordre n'émette pas au minimum quelques réserves pour la prescription par le gouvernement d'un produit qui tue les gens est quand même absolument dramatique. Je rappelle que le décret Rivotril est toujours actif actuellement, il n'a pas été supprimé. C'est quelque chose d'invraisemblable. Oui, en Mais il effet. est vrai aussi qu'on vient passer là, dans les réformes urgentes pour la France, le droit de tuer. Il faut bien comprendre que je ne suis pas contre l'euthanasie. J'ai participé, cancérologie, à de telles choses, mais c'était pas prévu par la loi. Mais avec M. Schwarzenberg, lorsqu'on avait des malades qui n'étaient pas en dépression, mais qui étaient finalement dans une situation épouvantable, sans aucun espoir, certains, hein, on avait tout essayé et ils souffraient de manière épouvantable et qu'on n'arrivait pas à les soulager de manière normale, on poussait parfois la morphine au-delà des doses raisonnables, mais c'était eux qui le demandaient et nous savions, et ils ne le demandaient pas une fois, il fallait qu'ils les demandaient plusieurs fois et on savait très bien qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir autrement. Donc mourir dans la dignité, le serment d'Hippocrate, c'est « je fais tout mon possible pour mon malade, pour sauver mon malade, et je l'accompagne jusqu'au bout, par tous les moyens ». Et bien, par contre, on ne doit pas donner de poison de long terme. C'est très clair. Donc, c'est l'accompagnement des malades est nécessaire. Mais tuer des malades, parce que le Rivotril a été donné à des malades sans qu'on les prévienne que c'était un produit dangereux et qui, en cas d'insuffisance respiratoire, allait les tuer. Ils n'étaient pas prévenus. Leur famille non plus. Ouais. Donc, on ne peut pas parler de On leur disait quoi quand on leur distribuait ce produit? Docteur Delépine, quand on disait que c'était pour les soulager. C'était pour les soulager. C'est là où c'est totalement scandaleux. Et là, l'ordre s'est gravement compromis. C'est directement le médecin a pour but de sauver la vie. Hein. C'est quand même pour cela qu'on fait ce métier. Bien sûr. Sauver la vie. Si on ne peut pas sauver la vie, au moins soulager au maximum nos malades. Mais ce n'est pas pour tuer. Il n'a pas été fait pour tuer. Je veux dire que la loi là, actuelle chagrine beaucoup dans la mesure, à la limite, que dans certains pays, on crée le droit de mourir médicamenteusement. Pourquoi pas? Le suicide n'est pas interdit en France, mais que ce ne soit pas des médecins qui le fassent. Il faut que les malades qui viennent voir leur médecin soient persuadés que leur médecin va faire tout ce qu'il peut pour eux uniquement. Hein? Mais ça a l'air là aussi d'être un peu oublié. Je veux dire, je n'ai pas entendu l'ordre tousser à propos de la loi pour ce qu'ils appellent mourir dans la dignité, c'est-à-dire pour l'assassinat de gens par des drogues, par des médecins. À partir du moment où on associe le médecin au droit de tuer, c'est extrêmement dangereux. Oui. Quand on est vieux et un peu dépendant et qu'on a une grosse fortune, il faut être vraiment sûr de sa famille même. Oui. Eh bien, drôle d'ordre des médecins et drôle d'ordre de la vie, même, on va dire, aujourd'hui. Hein. Et tout ça est lié, finalement, on l'a compris. L'ordre des médecins est devenu un pouvoir d'inquisition. C'est ce que nous dit le docteur Delépine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, docteur Delépine. Je rappelle que vous êtes auteur, notamment, lors de Dysphorie de genre ou Autopsie d'un confinement aveugle, ou encore Les enfants sacrifiés du Covid chez Fauve Édition. Merci beaucoup, maître. La dernière, quand même. Oui. La dernière, c'est du cancer à la vie. Hein.
Alors, Et, du cancer à la voilà. vie, on vous a pas encore reçu pour celui-ci et on va vous recevoir très prochainement. On en parlera, on prendra le temps. Mais vous avez raison, du cancer à la vie, je l'avais pas noté. Merci encore. Merci, maître Jean-Pierre Joseph. Pardonnez-moi, le son n'était pas excellent, on avait du mal à vous capter. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de la santé au barreau de Grenoble et auteur de ce livre Vaccin, la vie d'un avocat, on nous aurait menti, chez Marco Pieter. Merci beaucoup à tous les deux. Et d'autres Chers livres amis, également. n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.